Cet après-midi, donc, c'est Stéphane Thibierge qui va commencer et nous parler de la question du phallus, de l'angoisse à encore. Bien, donc, nous reprenons le cours de nos travaux. Est-ce que ça va, là, pour le micro? D'accord. Nous reprenons le cours de nos travaux d'aujourd'hui avec ce que j'ai donc annoncé, la question du phallus. Bon, nous l'avons rencontré déjà depuis ce matin, hein, cette question du phallus. Je vais essayer de poser quelques remarques et d'ouvrir quelques questions dans la suite de ce que nous avons évoqué ce matin à propos donc de ce terme de phallus et des raisons pour lesquelles les analystes tiennent à ce terme, même si, comme ça a été remarqué ce matin, on pourrait penser que c'est un terme malheureux parce que c'est un terme qui semble faire référence trop ou de façon trop explicite à un côté des êtres sexués plutôt qu'à l'autre. Mais vous savez, il faut être très attentif là-dessus à quelque chose. C'est que le phallus, c'est pas du tout l'apanage des hommes. Les deux sexes, puisque nous parlons ainsi, en sont encombrés du phallus. Il n'y en a pas un plutôt que l'autre. Il n'y en a pas un mieux loti que l'autre à cet égard. Il faut quand même bien rappeler ça. L'autre point que je voudrais rappeler en commençant, c'est que le phallus, le grand phi, là, que j'avais, la lettre majuscule, que j'avais écrite ce matin, le phallus désigne toujours le ratage de l'objet. C'est-à-dire que pour l'animal humain, pour l'animal parlant, vous savez bien, l'objet est toujours raté, hein, l'objet de satisfaction, l'objet après lequel on court ou qu'on voudrait absolument attraper. Eh bien, cet objet, nous le loupons, nous le ratons toujours. Le phallus, c'est ce qui symbolise ce ratage. Et donc, ce qui fait, comme ça a été évoqué ce matin, ce qui fait trou pour nous dans notre rapport au réel, ce qui fait faille. Alors, la question du phallus, pourquoi j'ai dit de l'angoisse à encore ? Parce que dans l'angoisse, déjà, Lacan va apporter des choses vraiment remarquables pour nous, qui aujourd'hui encore sont nouvelles, je dirais, restent nouvelles pour nous. Mais non seulement il va apporter des choses dans l'angoisse, mais il va laisser un certain nombre de questions ouvertes dans l'angoisse, non résolues, qu'il va, une dizaine d'années plus tard, reprendre et réarticuler d'une manière extrêmement remarquable dans Encore. C'est pour ça que je me permettais de dire ce matin que ce serait déjà pas mal si nous prenions la mesure de ce que Lacan nous apporte. Lacan, lecteur de Freud, et Lacan tout court. Un mot encore. L'angoisse et encore, les deux titres, les deux termes qui donnent ces titres au séminaire de Lacan, le séminaire sur l'angoisse, le séminaire Encore. Dans le séminaire sur l'angoisse, Lacan part de l'expérience de l'angoisse, que chacun connaît. Je veux dire que chacune ici, tous ceux et celles qui sont ici présents, nous connaissons tous l'angoisse. Donc c'est intéressant que Lacan, pour apporter des choses aussi importantes, s'appuie sur ce qui est une expérience ordinaire de l'être parlant. Encore, c'est aussi un terme qui fait référence à une expérience ordinaire à chaque être parlant.
encore, c'est l'expérience de la répétition et du corps pris dans la répétition. C'est ça que dit le mot « encore » en français. Mot dont Lacan, d'ailleurs, dans le séminaire, dira, je crois même que c'est dans la première leçon, que « encore » c'est un nom propre. C'est intéressant, il ne dit pas que c'est un nom commun, encore, il dit que c'est un nom propre. Il dit c'est le nom propre d'où part dans l'autre la demande d'amour. Encore, encore. Donc vous voyez, l'angoisse et encore s'appuie sur du très, très concret, puisque on reproche souvent à Lacan de ne pas être concret, ce qui est une erreur. Mais bon, on peut comprendre qu'on lui ait reproché ça, parce qu'il n'a pas toujours fait en sorte de donner des gages dans le sens de la simplicité, mais il est toujours extrêmement concret, Lacan. Alors, dans l'angoisse d'abord, je vais évoquer la question du phallus dans l'angoisse. Dans l'angoisse, comme le dit l'argument de cette journée, Lacan met au jour l'objet petit a. L'objet petit a, comme le dit très bien l'argument, c'est un objet qui n'est pas l'objet de... Je vais ôter ma veste. L'objet petit a, c'est un objet qui n'est pas un objet de l'objectivité classique. C'est un objet qui n'est pas attrapable dans la réalité. Et c'est un objet qui ne se laisse pas réduire, comme le dit aussi très bien l'argument, au 1, que ce soit le 1 du signifiant ou que ce soit le 1 de l'image spéculaire. Il y a là, du côté de l'objet petit a, une irréductibilité. Il y a quelque chose, mais irréductible à la représentation. C'est important. L'objet petit a, c'est comme ça que Lacan écrit ce qui nous fait courir, ce qui nous fait désirer. Ça, c'est irréductible à la représentation. Vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez pas, il n'a pas de forme. Et pourtant, c'est ça qui est au cœur de ce qui nous anime. Eh bien, cette irréductible, cette irréductibilité de l'objet à la représentation, c'est justement le phallus qui la désigne, cette irréductibilité. Et c'est ce que va articuler Lacan dans le séminaire L'angoisse. Et il va articuler tout spécialement, alors ça c'est vraiment très important, il va articuler tout spécialement que notre image spéculaire, c'est-à-dire la forme que nous reconnaissons le plus spontanément, le plus facilement, notre image spéculaire comme forme, tout comme l'image de quoi que ce soit que nous puissions attraper dans la réalité. Par exemple, ce gobelet, ce livre, ou même une idée, un concept, quelque chose qu'on croit attraper dans l'esprit, comme on dit. Tout ceci ne peut être attrapable, appréhendable, qu'à partir, et c'est ce que Lacan montre dans l'angoisse, du refoulement du phallus. C'est-à-dire, c'est parce que la réalité est, en quelque sorte, colorée, animée, ou décolorée d'ailleurs peut-être, est un petit peu grisée enfin grisée dans le sens du gris, pas dans le sens de l'énivrement. C'est merveilleux la langue parce que ça nous fait dire autre chose que ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on ne sait jamais ce qu'on dit. Bon, mais enfin on essaye un petit peu. Oui, ce qui grise un peu la réalité, ce qui la rend pas trop bruyante, c'est justement ce refoulement, et ce refoulement tout d'abord du phallus. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est l'objet qu'on refoule. Oui, bien sûr, mais le premier objet qu'on refoule est celui qui commande tous les autres,
c'est le phallus. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi et les conséquences de ça. Tout d'abord, je vais notamment insister sur le fait que c'est ce refoulement du phallus qui permet que notre image spéculaire, cette forme si familière et si étrange en même temps que nous reconnaissons dans le miroir, quand on se voit dans le miroir et qu'on dit « Ah, c'est moi », etc. Cette forme si spéciale n'est érigée, parce qu'elle se tient en principe droite. Elle n'est pas comme ça, la forme spéculaire, elle est plutôt comme ça. Eh bien, cette érection de l'image spéculaire est directement liée, étroitement liée. Bon, il se trouve que ces questions de l'image, elles m'intéressent, ça fait longtemps que je travaille dessus. J'ai pu en parler dans les bouquins que j'ai pu commettre là-dessus, mais cette image n'est érigée que dans la mesure où elle représente ce manque, ce refoulement du phallus, pour le garçon comme pour la fille. Alors, j'insiste là-dessus parce que je voudrais vous rappeler ici quelque chose d'important, je crois, et dont il a été question déjà ce matin. Je voudrais vous rappeler ceci qui pourrait paraître choquant, surtout par les temps qui sont les nôtres, mais je le fais parce que ça me paraît important, et en espérant que je ne vais pas vous faire grimper au rideau. Mais je vous rappelle simplement ceci, nous naissons tous garçons. Ça, je sais, je mesure le risque que je prends en disant ça. Nous naissons tous garçons. Je vais vous dire, je vous apporterai la preuve de ça. Ah oui. Je vous la dirai tout à l'heure. Nous naissons tous garçons, mais ensuite les chemins divergent. C'est le cas de le dire. Et, non mais, nous sommes là au cœur de la difficulté. Et pour la fille, pourquoi ne pas le dire? Parce que ça correspond à une réalité clinique que nous mesurons tous les jours, dans le cabinet du psychanalyste comme en dehors. Pour la fille, elle va devoir migrer, une migration, c'est une migrante. Elle va devoir migrer vers un lieu que Lacan désigne comme le lieu de l'autre, que Freud n'a pas pu désigner. Ça fait partie des limites de Freud, limites qui ont été lourdes de conséquences, parce que à la suite de l'œuvre de Freud, beaucoup de femmes ont pu, et les analystes femmes n'ont pas manqué de le faire remarquer à Freud, beaucoup de femmes ont pu considérer que Freud avait laissé les femmes abandonnées, en quelque sorte, dans un continent dont on ne savait pas trop où il était ni de quoi il était fait. Eh bien, Lacan, ici, va reprendre les choses en expliquant que on est tous garçons, mais parmi tous ces garçons, il y en a une partie qui va devoir migrer vers un lieu qui est autre que le lieu des garçons. Et pour la fille, disons-le, on va encore dire un autre gros mot, c'est un trauma. C'est quelque chose de l'ordre du trauma. Ça encore, ça se vérifie dans la clinique. Je veux dire, si je vous dis ça, c'est pas pour m'amuser à des considérations plus ou moins générales, non. C'est parce que c'est la base de ce que nous entendons dans notre clinique quand nous entendons des sujets féminins, qui ne sont pas d'ailleurs, ça a été dit aussi ce matin à très juste titre, ces sujets féminins ne sont pas forcément des filles anatomiquement. Il y a des garçons féminins. Il y a des garçons qui ont connu cette migration. Ça fait en général des hystériques. Mais ce n'est pas rare du tout chez les garçons. Donc, il y en a une partie qui va devoir migrer vers le lieu de l'autre. Autre que la position phallique. Alors, cette migration, je disais, c'est un trauma. Pourquoi? Parce que le petit sujet ou la petite sujette, peu importe, disons le petit sujet qui arrive
dans cette position autre, eh bien, il n'y trouve aucune garantie. Aucune. Un garçon, il a la garantie de sa filiation. C'est une garantie imaginaire, bien sûr, symbolique également, surtout très imaginaire. S'il la prend trop au sérieux, cette garantie, ce qui lui arrivera fatalement, c'est qu'il deviendra con. Mais ça arrive à beaucoup d'hommes. Vous savez, de penser que parce qu'ils ont une filiation, bah ça y est, ils ont tout, c'est bon, ils peuvent... Non. En tout cas, l'autre côté, le côté des migrants, eh bien, ce côté-là n'a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie. La mère, pour parler très, très concrètement, la mère, pour une petite fille, ne garantit rien. La mère, elle apporte juste la jalousie et la guerre. Et dans les bons cas, c'est-à-dire les cas analysés ou les cas que la vie n'a pas rendus trop terribles, dans les bons cas, c'est une jalousie relativement pacifiée. Mais la mère n'apporte aucune garantie. Et le père, c'est là aussi le drame, c'est que le père, quand il fonctionne, quand il est en position de père, il n'apporte, lui non plus, à ces migrantes ou à ces migrants, il n'apporte nulle garantie. Pas de garantie du père pour la fille. Alors ça, c'est quelque chose qui est également difficile. Du coup, pour tout ce côté-là, hein, qui est né garçon et qui a dû migrer vers le lieu de l'autre, et donc pour les filles, d'où leur grande sensibilité à ces femmes ou à ces êtres, ces sujets féminins, leur grande sensibilité au désir de l'autre. Et ça, Lacan le dit de façon extrêmement forte dans l'angoisse. Les femmes sont beaucoup plus attentives, sensibles, soucieuses même du désir de l'autre que les hommes. C'est ce qui fait d'elles, d'ailleurs Lacan le dit très bien, c'est ce qui fait d'elles souvent de meilleurs analystes. Ou en tout cas, c'est ce qui les dispose à l'analyse. C'est parce que la question du désir de l'autre, elles y sont tout de suite sensibles, pour les raisons que je viens d'évoquer. Maurice, si vous voulez bien, vous allez me laisser aller jusqu'au terme, et puis votre question viendra après. Vous êtes un migrant aussi. Ben oui. Il faut que je parle dans le micro ? Ah ben c'est bon là ? Ah ben non, on m'entend très bien. Anne. Je faisais l'écho d'un désir autre. D'accord. Qui est passé par là. Mais moi, il n'y a que le désir de René là qui m'intéresse. Oh bah d'accord, super. C'est moi qui l'avais demandé. Ah là 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 là. Ben, on peut pas... Est-ce que ça va comme ça ? Il y a des mots que j'entends pas, parfois j'entends pas. Ah ben, placez-le autrement. Non, ça marche plus. Aïe aïe aïe. Bon, on fera comme on pourra, Patricia. Alors, je vous disais que j'allais vous dire la preuve que nous naissons tous garçons. La preuve, je vais vous la donner cliniquement. Je vais vous la donner à partir de quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et c'est la question de l'image spéculaire. À ce que je sache, vous tous et vous toutes ici, vous avez une image spéculaire érigée. Je ne me trompe pas en disant ça. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez de l'un. Ben cette érection de l'image, d'où la tenez-vous, d'où la tenons-nous, sinon de ce phallus en tant qu'il est refoulé. C'est assez rare de pouvoir disposer comme ça d'une preuve clinique irréfutable. C'est une preuve clinique irréfutable que nous naissons tous garçons. Mais évidemment, il y a cette difficulté pour toutes celles qui sont du côté des migrants, donc, hein, y compris les hommes féminins. Hein, c'est encore une fois, c'est pas uniquement une question d'anatomie. Eh bien, pour les femmes, pour parler de façon simple, vous savez très bien que
tout en étant, comme les hommes, érigés en tant qu'image spéculaire, en tant qu'image du corps, il est très connu, à juste titre, que les femmes ont plus de difficultés avec leur image que les hommes. Et c'est vrai. Et pour la raison que, justement, elles ont dû faire cette migration et se trouver assises, trouver une assiette au lieu de l'autre. Et c'est ça qui rend le rapport d'une femme à son image particulièrement difficile. Et vous avez là, je vous le dis en passant, je ne vais pas traiter la question ici parce que ce n'est pas mon propos, mais il y aurait matière à au moins un séminaire, ou en tout cas beaucoup de travail et passionnant, cliniquement, tous les phénomènes qui, chez une femme ou chez les femmes, se rapportent à cette précarité parfois de l'image spéculaire. Dans la psychose, il n'y a pas une précarité de l'image spéculaire, il y a carrément une rupture de l'image spéculaire. Elle ne peut jamais être assurée dans une sorte d'assiette comme ça qui serait stable. Chez les névrosés, il y a une assiette stable, mais elle est beaucoup plus précaire et fragile chez les êtres parlants du côté femme que chez ceux du côté homme. Parce que ceux du côté homme, comme je le disais tout à l'heure, ils le payent parfois de leur bêtise, mais ils sont assurés dans le lieu où on les a tout d'abord nommés, alors que les autres doivent faire cette migration que j'ai dite. Alors, dans l'angoisse, ce phallus, dont je viens d'essayer de vous montrer qu'il concerne tout le monde, pas que les hommes, bien sûr. Dans l'angoisse, ce phallus, il est situé par Lacan comme conjonction et disjonction en même temps de l'homme et de la femme, pour parler simplement. Un homme et une femme ne se rencontrent que dans, alors on peut dire soit l'angoisse, soit on peut dire l'orgasme aussi. Lacan rapproche les deux d'ailleurs. Il dit que l'orgasme participe de l'angoisse. Pourquoi ? Parce que l'orgasme entre un homme et une femme est caractérisé, est noué à la disparition du phallus. C'est-à-dire que pour des raisons anatomo-physiologiques, l'érection du phallus trouve dans l'orgasme, justement, son moment de disparition. C'est-à-dire qu'un homme et une femme se rencontrent autour de cette disparition, autour de cette faille, pour le dire de façon très, très simple. Ils ne se rencontrent donc l'un et l'autre que dans l'angoisse, que dans l'orgasme de cette disparition. Et Lacan ajoute ici, d'ailleurs, je vous le dis parce que je trouve que c'est très, très intéressant, et notamment par rapport à ce qu'il articulera encore un peu plus tard, Lacan ajoute dans l'angoisse qu'une femme, justement par rapport à ce moment de l'orgasme et de l'angoisse, il dit qu'une femme se fait, en tant que partenaire sexuel, elle se fait en quelque sorte supportrice. Elle est supporteur ou supportrice du désir de l'homme qui est son partenaire, puisque elle va s'articuler à cette part de jouissance qui est la jouissance phallique. Elle va s'y articuler, dit Lacan, en venant soutenir l'homme en ce point-là et en faisant en quelque sorte l'impasse, en faisant une croix, on pourrait dire, sur ce qui concerne sa propre jouissance à elle. Lacan le dit très clairement. C'est-à-dire qu'il dit que la participation d'une femme à la jouissance et à la jouissance phallique du corps de son homme, du corps de l'homme qui est son partenaire, cette participation d'une femme, cette façon dont elle est à la fois partie prenante, mais aussi elle soutient ici son partenaire homme, eh bien c'est au prix quand même
ne pas prendre en compte ce que sa jouissance pourrait avoir de spécifique. Et ça, c'est une question qui nous intéresse, puisque, évidemment, c'est la question que Lacan va reprendre dans Encore, justement. C'est-à-dire ce qui se joue dans le corps et ce qui se joue dans cette faille que Lacan appelle encore et qui concerne justement la jouissance féminine. Alors, justement, dans Encore, j'ai encore quoi à propos d'Encore? Ça va? Dans Encore, Lacan va articuler ce qui restait là à articuler pour lui. Et c'est un point très important. Pourquoi c'est très important? Parce que Lacan, il va écrire, il va inscrire un lieu, au lieu de reléguer les femmes dans le négatif, dans ce qui serait le négatif du non phallique. C'est ce qui se passe si on fait des femmes le négatif du phallus, hein, le non phallique. On les relègue dans quelque chose qu'elles ne partageraient pas, en somme. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, où cette conception est très très répandue, hein, il y a cette conception que le phallique c'est du côté des hommes et que les femmes elles en sont privées. Mais du coup, les femmes peuvent faire en sorte d'être d'autant plus phalliques et elles y arrivent très bien, même mieux que les hommes, hein, sans aucun problème. La seule difficulté, bien sûr, c'est que ça se paye par des existences qui sont très, très verrouillées dans des névroses, notamment hystériques, où il s'agit de faire encore plus tout phallique que les hommes. Et encore une fois, les femmes peuvent très bien y arriver. Elles font des hommes excellents, parfois même bien meilleurs que les hommes. Le problème, c'est que, évidemment, ça ne fait pas leur affaire de femmes. Et on voit aujourd'hui beaucoup, en clinique, on voit beaucoup de femmes, de jeunes femmes, mais pas seulement de jeunes femmes, qui sont un peu désemparées par le fait que, oui, effectivement, dans la compétition phallique, elles peuvent faire tout aussi bien et même mieux, mais quid de leur existence de femmes? S'il y a un petit peu d'eau, je veux bien un peu d'eau. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Donc Lacan va, et c'est pour ça que Encore est tellement important, que la lecture de ce séminaire est tellement importante, me semble-t-il, il va inscrire une jouissance, comme ça a été dit déjà depuis ce matin, autre que la jouissance phallique. Une jouissance féminine. Et, pour dire les choses de manière très simple, mais non pas fausse pour autant, hein, disons que si la jouissance phallique, on la conçoit comme analogue à ce qui constitue les entiers naturels, hein, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, la jouissance féminine, elle, on va plutôt la situer du côté des nombres réels, avec un infini ouvert. Les nombres réels, vous savez, on ne peut pas les... Enfin, les nombres entiers également connaissent ça, mais les nombres réels d'une autre manière. Il y a un caractère d'infini ouvert qui est tout à fait sensible, même à l'intuition, du côté des nombres réels par rapport aux entiers naturels. Eh bien, cette jouissance féminine, Lacan va la situer mathématiquement du côté de ces nombres réels. D'autre part, et ça je trouve que c'est très, très important et très intéressant, Lacan va situer dans Encore très clairement le phallus, le grand phi, hein, que j'ai écrit là, du côté de l'écrit. Du côté de l'écrit, du côté de... Alors, je pensais ne pas écrire justement, mais je vais écrire. D'ailleurs, c'est l'occasion, une fois de plus, de nous demander pourquoi, quand on a quelque chose à dire de difficile, on ne peut pas ne pas passer par l'écrit. C'est bien parce que tout n'est pas fluide dans le signifiant. Où est la craie ?
juste là. Ouais. Lacan va donc dans Encore dire très clairement que si on prend les signifiants ici et les signifiants dessous, eh bien, il situe, Lacan, le phallus du côté de la barre. C'est quand même extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'il situe la difficulté, le refoulement que j'ai évoqué, bref, le phallus, il le situe du côté de ce qui se joue dans et par l'écriture, l'écrit, la dimension de l'écrit. Vous connaissez tous et toutes la dimension de l'écrit. Quand vous avez des idées comme ça, des signifiants, ce qu'on appelle pompeusement des idées, parce qu'en général, ce qu'on a comme idée, c'est plutôt une espèce de bouillie plus ou moins informe dans laquelle on a le plus grand mal à dessiner des choses un tout petit peu comment dire, ayant un tout petit peu de relief. Mais en tout cas, quand on essaye de donner à nos idées un relief, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des signifiants comme ça, que j'écris S, S1, S2, S3, etc., qui se pressent. Et puis, pour produire un effet de signifié, il va falloir faire chuter quelque chose de ces signifiants. Et on va le faire, justement, éventuellement, mais on va le faire à travers des lettres. On va écrire. Et vous savez bien combien c'est difficile d'écrire. Toujours difficile, c'est toujours une épreuve. Pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas dans la fluidité des signifiants. On n'est pas dans la fluidité de signification comme ça qui courrait toute seule. On doit produire des effets de signifié. C'est-à-dire on doit fabriquer des métaphores. Et pour ça, les signifiants se bousculent, mais on ne peut pas tous les retenir. Il faut choisir, il faut inscrire. Et on va inscrire. Et là, ça va faire... Alors j'écris ça X et Y, ça va faire des lettres. C'est ici que la lettre vient marquer son incidence. Et c'est quand même très intéressant que cette incidence de l'écrit, Lacan l'articule comme justement lié au phallus, comme le phallus. C'est-à-dire cette barre, c'est quelque chose qui est tout à fait proche et qui est même équivalent au phallus. Pourquoi c'est important ? Parce que cette barre et ce phallus, c'est, on pourrait dire l'énigme, c'est la faille, c'est la marque de la sexuation, c'est-à-dire ce mystère. Parce que ça n'a rien d'évident, la sexuation, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on est forcément d'un côté ou de l'autre ? Tout à l'heure, je vous disais, nous naissons tous garçons. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est reçu comme ça par le langage ? On est d'un côté ou on est de l'autre ? C'est vrai que c'est énigmatique. Le phallus dit cette énigme. C'est l'énigme de la sexuation, justement. Mais cette énigme, elle fait aussi le ressort du désir. Puisque le désir, jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver autrement pour l'articuler que de l'articuler en référence à ce qui est de l'ordre du sexuel. 5 minutes, d'accord. Bon. Non, mais c'est très bien parce que c'est ce que je pensais aussi. Oui, c'est bien donc d'avoir, de la part de Lacan, c'est très bienvenu qu'il nous éclaire sur ce point que l'incidence de la lettre, elle vient exactement au même lieu d'articulation que le phallus. La barre, encore une fois, entre signifiant et signifié, c'est le phallus. C'est donc la rencontre de chacun ou de chacune avec cette énigme du sexe et avec le désir qui se lie au sexe. Alors vous me direz, mais oui, mais est-ce que c'est nécessaire que le désir se lie au sexe ? Non, c'est pas du tout nécessaire. Et d'ailleurs, parce qu'on en parlait à un moment donné avec quelques amis à table, vous pouvez tout à fait rester
vous pouvez tout à fait... L'époque nous y invite, en plus. Rester dans le monde des signifiants sans passer à des effets de signifiés. Vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer à fabriquer des effets de signifiés. Si vous avez ChatGPT, je le dis en anglais parce qu'en français, ça a une consonance un peu caca, mais si vous avez ChatGPT, vous pouvez être avec les signifiants, et puis il va vous pondre des significations à tire-larigot, mais jamais un effet de signifié. Vous n'obtiendrez jamais de ChatGPT un effet de métaphore, jamais. Pour ça, il faut que vous passiez par le forçage de cette barre, et donc par quelque chose du registre de la lettre. C'est obligatoire. C'est pour ça qu'on peut se poser la question très légitimement. Si on fait l'économie du phallus, si on considère qu'il n'est plus indispensable, quid du désir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, c'est la question avec laquelle je souhaite terminer, simplement en vous faisant remarquer les conséquences de cette question du phallus concernant la psychanalyse. Je ne sais pas de quoi parlerait un sujet qui va trouver un analyste s'il ne parle pas en articulation avec cette barre du phallus. Je ne vois pas de quoi il pourrait parler. Est-ce qu'il parlerait pour préciser une compétence, pour acquérir un savoir? Non, ça n'a jamais suffi à faire une analyse. Et donc, j'aurais envie de vous dire, pour terminer sur cette question du phallus de cette manière, quand on fait une analyse, quand on entre en analyse, on y rentre avec le versant le plus imaginaire du phallus. On y rentre avec, si je puis dire, un phallus imaginaire. C'est ça qu'on va mettre en avant. Et qu'on va mettre à l'épreuve, et qui ne va pas sortir indemne, bien sûr, de cette épreuve. Et ce qu'on apprend dans une analyse, au fur et à mesure, c'est à articuler quelque chose de ce phallus, mais en tant que symbolique, cette fois. C'est-à-dire cette faille, parce que c'est ça le phallus, c'est cette faille du désir, cette faille qui va se littéraliser différemment selon les sujets, bien sûr, et selon les moments, à travers le passage par cette barre entre les signifiants et les effets de signifiés. Bon, voilà, si vous voulez, quelques enjeux qui me paraissent importants et parlant pour nous de ce séminaire encore et de ce séminaire L'Angoisse. Et merci pour votre attention. Oui. C'était vraiment très intéressant, très important de revenir peut-être un peu plus précisément sur cette notion de phallus qu'on a abordée ce matin, et là dont on entend bien vraiment tous les enjeux, et notamment dans le rapport au langage. Alors d'abord une petite précision, là, le ChatGPT pour l'Assemblée et pour moi, pour ceux qui n'auraient pas compris, la traduction en français, c'était... Alors en français, ça fait ChatGPT. Oui, c'est ça. Non, mais pardon. Ok, c'était au pied de la. Non, parce que c'est. C'est quelque chose qui est très à la mode et dont on parle beaucoup et qui est appelé à un succès grandissant. C'est-à-dire, c'est une sorte de logiciel très puissant. Vous entrez une question, il vous sort la réponse dans l'instant. D'accord. Et c'est présenté comme le summum de l'intelligence artificielle. Ce qui est effectivement un problème, c'est que c'est tout à fait tendance. On va vers ça et ça va être encore plus ça. C'est pour ça que j'ai évoqué ce... C'est celui ? Il a été interdit, ça je ne savais pas. Parce que justement, je ne savais pas ce que c'était que ça. Non, ne débordons pas là. En tout cas... Il est interdit dans certains lieux politiques. Voilà. Bon, mais... alors, mais justement, ça me permet de rebondir sur la question que je voulais poser, finalement, par rapport à peut-être la place du phallus aujourd'hui. Alors, que serait un langage qui ne produit pas un reste, effectivement, c'est-à-dire un langage informatique, un langage mathématique. Enfin, là, on peut penser aux travaux de Pierre Bécouche aussi, qui distingue le logos de l'arithmos en constatant qu'aujourd'hui, on est dans une société où, effectivement,
ce serait plutôt du côté de la rythmose. Et finalement, il y a des... Alors, je ne sais pas si on peut dire un langage, justement. En tout cas, des langues qui n'impliquent pas de reste. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment possible pour le par-lettre Non, bien sûr, c'est pas possible, Mathilde. Merci pour votre remarque. Pardon, vous n'avez pas fini, peut-être. Si, allez-y. Non, c'est pas possible. La difficulté, cependant, une difficulté de notre temps contemporain, c'est que, sans doute angoissé par ce fameux phallus, et on peut les comprendre, le phallus, c'est angoissant. Sans doute donc angoissé par ce phallus, il y a un grand nombre de sujets aujourd'hui qui veulent se convaincre du fait que le langage n'est pas une affaire de corps et de corps sexués. Le langage est une simple affaire de signifiant, justement, comme si on pouvait se promener au-dessus de la barre et rester au-dessus de la barre, comme si on n'avait pas de corps. Alors tout ça va très bien avec le capitalisme, pour reprendre ce qui avait été évoqué ce matin. Le cognitivisme, ça va très bien aussi, ce côté binaire qui fonctionne comme s'il n'y avait aucune réserve subjective. Tout ça va très bien avec le capitalisme, et ça va très bien avec l'idée que l'homme pourrait enfin être adapté à quelque chose qui serait sa satisfaction. Le problème, c'est que c'est évidemment une complète erreur. Nous ne parlons qu'à partir de notre corps. C'est pour ça qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si on peut faire l'économie de cette référence au phallus. Oui, du coup, je vous remercie pour votre réponse, parce que c'est important, une fois encore, par rapport à une question qui j'ai l'impression, malgré tout, sous-tend un peu toute la journée, qui est est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un point où, finalement, une fois encore, ce serait plus le phallus qui viendrait faire fonctionner les choses, et notamment le sujet dans son rapport à l'autre. Alors, le sujet peut y croire, mais finalement, on en revient toujours là, dès lors qu'on a affaire au par-lettre. Il peut y croire, mais il peut même le mettre en acte. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui comment il y a des collectivités, des collectivités qui s'organisent une identité et une jouissance qui n'ont pas besoin du phallus. Le seul problème, c'est que est-ce qu'on a envie d'adhérer à ce type de jouissance-là ? C'est tout à fait possible de s'inventer des jouissances sans le phallus. On le fait aujourd'hui couramment. On évoquait les toxicomanies ce matin, c'en sont des modalités. Il y a beaucoup d'autres modalités. Il y a des modalités, encore une fois, de jouissance d'identité collective qui sont tout à fait... peut-être que que c'est la tendance aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on résoudra comme ça la question du désir. La question du désir semble supposer la référence au phallus. Et c'est pour ça que ces formulations de Lacan nous concernent. C'est pour autant que nous sommes concernés par cette question et que nous ne pouvons pas en faire l'économie, ou alors que si nous en faisons l'économie, ça nous conduit vers des solutions qui sont pas évidentes, qui sont pas évidentes apparemment. Merci Stéphane. Qui souhaiterait poser une question ? Oui. Oui. Allons-y. Monsieur Thiberge, Mathilde, c'est ça, quand vous parlez de communauté de jouissance sans phallus, c'est quoi ? C'est de l'auto-érotisme, parce qu'il n'y a aucune adresse à l'autre ? Non, il n'y a pas d'adresse à l'autre. C'est l'auto-érotisme généralisé, quoi. Enfin, je dis ça entre guillemets. C'est la jouissance identitaire. C'est la jouissance identitaire. Mais chacun son identité. L'autre, on s'en fout, quoi. Chacun son identité. Il n'y a pas d'adresse. Dans ce cas-là, l'autre est forcément l'étranger ou l'ennemi. Et qu'est-ce qui relie cette communauté ?
quand l'autre est étranger. Eh il y a bien un point, quelque chose, un guide. C'est la lutte, la rivalité, le combat, tout ce que vous voudrez de cet ordre. Ça ne peut rien être d'autre. C'est la vieille question qu'évoque Hegel, mais simplement Hegel, il ne prend pas en compte le désir, il prend en compte juste la reconnaissance. Oui, c'est une musique sans rythme, sans notes, sans rien, sans partition. Si vous voulez. C'est le monsieur qui est là-haut. Vous pouvez lever votre main? Ah oui, très bien. Pas bon pour vous. Alors je vais essayer de traduire en mes termes ce que vous avez dit. Moi, ce que je comprends, c'est que l'enfant, lorsqu'il se retrouve face au miroir, il reconnaît son image parce que sa mère valide l'image, et c'est dans la parole de la mère, par rapport à ce que la parole de la mère contient en ce qui concerne la loi du père, que l'enfant va pouvoir reconnaître son image. Donc ça, bon, c'est peut-être à reprendre ce que je dis, c'est peut-être pas tout à fait exact. Donc cette loi du père, donc c'est la loi de l'interdit d'inceste. Et donc moi je la traduirais en termes d'Hippien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la reconnaissance de l'image, ça passe en partie, ça passe essentiellement par son rapport par rapport au père et à la mère, par rapport à la loi, par rapport à l'Oedipe. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à aucun moment, alors c'est peut-être que je n'ai pas compris, mais pourquoi vous en employez à aucun moment ce terme d'Oedipe? Et deuxièmement, je voudrais savoir comment vous connectez votre intervention avec celle de M. Lebrun de ce matin, puisqu'il disait qu'en fin de compte, le travail de la sexuation ne nécessitait pas, il me semble que c'est ce que j'ai compris, de travailler sur le phallus, c'était un travail sur le langage, alors que vous dites que le langage passe inévitablement par le phallus. Oui, mais je ne pense pas que mon propos soit le moins du monde en contradiction avec ce que disait mon collègue Jean-Pierre ce matin. Ce qu'il appelait les lois du langage, c'est celles qui s'articulent au phallus. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'entendait, je crois, et comme ça que je l'entends. Maintenant, pour ce que vous dites de l'Oedipe, l'Oedipe, si vous entendez par l'Oedipe le fait que l'enfant a connaissance d'un interdit qui lui rend la jouissance, qui limite sa jouissance et qui refoule un objet, alors oui, tout à fait. On peut parler de l'Oedipe, et il peut y avoir des formes d'Oedipe assez différentes, mais pour autant que il y ait un objet qui tombe sous un interdit. Voilà. Et que la mère se fasse celle qui manifeste cet interdit à l'enfant et qui lui désigne son image dans le miroir. Tout ça, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Hein. Je ne l'ai pas dit parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est juste. Merci pour votre remarque. Oui, je voulais simplement effectivement dire qu'il n'y avait pas de contradiction. Moi, je me représente les choses du côté du phallus comme suit. Nous parlons. Ça veut dire que nous sommes pris dans une chaîne signifiante. C'est-à-dire qu'il y a une discontinuité des signifiants. Mais il me semble que le phallus, c'est le signifiant qui vient montrer tous les interstices. Il a le nom à la place de tous les interstices. Donc, du coup, on voit bien que le signifiant, ça va tout à fait de pair, ce signifiant phallique, avec le fait de la jouissance phallique, c'est-à-dire d'être pris dans la parole. Une fois que nous sommes pris dans cette jouissance de la parole qui est supplémentaire à celle de l'animal humain, l'animal en général, parce que nous sommes humains, eh bien, il y a une série de conséquences qui sont à développer, elles sont très nombreuses d'ailleurs, mais une des conséquences, c'est que la discontinuité signifiante se substitue au continu du sensible. Et cette discontinuité implique un intervalle, un interstice tout le temps présent que le phallus vient nommer en quelque sorte. C'est comme ça que je l'entendrais. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues seraient d'accord avec ça, mais
une façon de dire les choses qui, nous, alors, phallus et ce que vous disiez. Merci Jean-Pierre. François Colomer. Oui, bonjour, merci. Je suis tombé récemment sur une psychanalyste qui tenait un peu un autre discours et qui prétendait avoir trouvé une solution pour remplacer le phallus. Et se basant sur ce qu'elle appelait le dernier Lacan, celui, je crois, de 1975 dans la 3e. Elle dit il est possible, au lieu d'être tous frères, de devenir tous sœurs, en s'appuyant sur notre symptôme. Le symptôme qui pourrait faire lien social, sororal, entre nous, et qui est pour elle un dépassement de toutes ces vieilleries, du phallus, de la castration, etc. Voilà ce que j'ai entendu et qui m'a laissé complètement perplexe, sans mauvais jeu de mots. Je ne vois pas ce qui justifierait, en tout cas à partir de ce que vous dites, un particulier optimisme dans le fait de substituer un lien de sœur à ce qui serait un lien de frère. Parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas beaucoup plus réjouissant comme perspective. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça recouvre, mais pour moi... L'idée que c'est le symptôme qui pourrait faire lien social. Ouais, bah ça, il le fait déjà tant et plus. Hein. Je veux dire, de ce point, enfin, si le symptôme, comment dire, nous vivons à une époque où on peut tous les jours mesurer, soit en sortant dans la rue, soit en regardant la télévision, soit en écoutant son prochain, que le symptôme, il fait furieusement lien social, à sa façon, c'est-à-dire en faisant en sorte que ça ne marche pas, bien sûr. Mais là-dessus, tout le monde s'accorde assez bien. Maintenant, je ne sais pas ce à quoi vous faisiez référence très précisément. S'il peut y avoir une alternative intéressante, créative et tenable à cette question du phallus, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est une chose de le souhaiter, c'est autre chose de l'articuler, bien sûr. Mais merci pour votre remarque. Bon, Jean-Pierre, d'accord. Non, mais suite à ce que vous dites, monsieur, là-bas, de votre analyste qui présente ça, moi, ce qui me frappe surtout et beaucoup aujourd'hui, c'est que nous sommes, comme analystes, aussi emportés par l'idée de vouloir nous débarrasser des problèmes qui sont véritablement notre ossature, en quelque sorte. C'est-à-dire la différence des sexes, par exemple, tout ce qu'elle implique, on en a parlé beaucoup. Mais il y a aujourd'hui une tendance qu'il faut identifier chez pas mal d'analystes de vouloir être dans le vent en même temps que de devoir se soutenir de choses qui sont des points de structure auxquels on a difficile, si pas impossible, de bouger. Ça tient. Bon, alors c'est un choix. On peut faire ça. Moi, je n'ai rien contre ceux qui essayent ces tentatives, mais je n'ai pas non plus, personnellement, à vouloir dire que, du coup, ce n'est pas une tentative de fascination ou d'être en mesure d'être fasciné par ce que le monde actuel est en train de nous présenter. Autrement dit, il n'est pas impossible du tout d'être psychanalyste d'un côté et en même temps d'être emporté par les impératifs néolibéraux. Hein. Ce n'est pas du tout impossible. Merci René.